3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention, Philippe peut le faire rapper. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Remontons un peu le temps maintenant. Il y a quelques jours, on vous a demandé sur le Twitter de Vélo Podcast vos meilleurs souvenirs du Giro. Alors, on a eu plein de réponses, hein. Franchement, merci à tous. Et on a notamment eu la victoire de Christopher Froome chez Sky en 2018, en solitaire, sur l'étape de Bardonecchia. Je sais pas si tu te souviens de ce moment, Guillaume, c'était assez impressionnant, ce raid de 80 km quand même. Ouais, j'étais devant ma télé, raid assez impressionnant. Et pour en parler de nos meilleurs souvenirs, on accueille Vincent Renaud. Salut Vincent. Bonjour messieurs. Un ami de Vélo Podcast, on a l'habitude de t'entendre. Ça fait quelques temps maintenant que t'es plus revenu dans Vélo Podcast. On voulait t'accueillir pour parler histoire un peu quand même. Oui, alors effectivement, c'était une belle église cistercienne du XVIe siècle. Ouais, merci en tout cas. Voilà, dès qu'il y a un vieux à parler, voilà. Mais je ne suis, suis ni Pierre Carré ni Dino Buzzati. Donc, mais je vais essayer en tout cas de parler de Giro. Ni Zucchero. Non, pas Vincent, Zucchero. On rappelle, non. Tu es. On rappelle tes journalistes quand même. Avant de vous demander, messieurs, vos meilleurs souvenirs, regardons ce qu'on a sur Twitter. Alors, on a Antoine Posevara qui nous dit le duel Laurent Fignon-Francesco Moser dans les années 80. Vincent, c'était quelque chose, non ? Ouais, c'était quelque chose parce que déjà Hinault l'avait remporté avant le Giro. Fignon il voulait vraiment le gagner, ce Giro. Mais voilà, à l'époque, ça a heureusement un petit peu changé. Mais à l'époque, les Italiens voulaient absolument faire gagner leur propre coureur, ce qui était... on va dire logique, oui et non, en fait non, c'est pas forcément très logique, mais que ce soit un autre temps. Ouais, c'est ça, que ce soit les organisateurs, le public, la télévision, qui voulaient les hélicoptères faire gagner. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'anecdote toujours de l'hélicoptère pendant le contre-la-montre où Fignon a été volontairement ralenti par un hélicoptère qui roulait très très basse altitude en face de lui, et donc il s'est retrouvé avec un vent de face totalement pas naturel de 100 km/h. C'est énorme quand même. Il a les limites à reculons, et ça a été voilà, et donc Moser a gagné. Mais c'est vrai que Fignon, ça a été une énorme blessure pour lui. Il a vraiment crié à l'injustice pendant la moitié pendant quasiment toute sa carrière. Et c'est vrai que ce chrono là, cette 21e étape qui arrivait à Trévise, me semble-t-il, et Fignon, il a pris un tir, il a perdu le maillot à l'avant-dernière étape, et ce qui va se reproduire pour lui malheureusement quelques années plus tard, mais là pour le coup ce sera à la dernière étape, en 89. Mais en 89, Laurent Fignon a gagné le Giro. Donc il a réparé entre guillemets l'injustice, en tout cas sur le Tour d'Italie. Ouais, pour une fois qu'un Français gagne, ça faisait plaisir. Mais c'est vrai que quand tu regardes les reportages de l'époque, où tu lis des choses là-dessus, c'est un autre temps, parce que je lisais aussi à une époque, c'était que sur le Giro, tu choisissais les commissaires. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc au final, c'était un peu, c'est pas truqué. Ils avaient supprimé des étapes aussi au Giro 84. Enfin, franchement, c'est une époque incroyable. Tu te dis, ça peut plus arriver aujourd'hui. Il y a tellement réseaux sociaux, tout ça, ce serait impossible, Vincent. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Ah bah non, mais là c'est c'est tout bonnement impossible. Mais c'est vrai que ça faisait, voilà, ça fait partie des légendes. Mais le Tour de France l'a fait aussi, le journal Lotto, l'équipe qui est devenue l'équipe après, dans les années 30-40, venait absolument qu'un Français gagne, et donc ont empêché aussi certains Italiens, notamment Bartali, de gagner le Tour, ou dans Coppi plutôt, de gagner le Tour, parce que voilà, il le serrait, il demandait même aux spectateurs de le bloquer sur les routes. Donc non, c'est des deux côtés. On peut pas toujours accuser les Italiens de tricherie, en foot peut-être, mais en vélo pas tout. Mais en vélo, c'est pas les seuls. Il y a pas penalty, si. Il y a faute. On va enchaîner quand même avec vos meilleurs souvenirs, messieurs, quand même. Allez, on va commencer avec toi, Vincent. Si je te dis Giro, Tour d'Italie, quel est ton meilleur souvenir ? Alors moi, le meilleur souvenir, j'en avais déjà parlé dans Vélo Podcast il y a quelques temps, c'est la victoire de Andy Hamstin. Ah oui. En 88. Dans les congères d'une étape absolument légendaire, sous la neige, et Andy Hamstin avait été un des seuls à braver le froid et la neige ce jour-là, même si, me semble-t-il, c'est pas lui qui avait gagné l'étape.
Je me demande si c'est pas bon, tant pis, mais je suis pas sûr. Non, Eric Breukink, me semble-t-il, qui avait gagné l'étape. Mais en tout cas, c'était une étape, c'était du grand n'importe quoi. On avait ouvert la route, il y avait 3 mètres de neige sur chaque côté. Un peu les mêmes images. Alors, rappelez-vous les images de Kreuzweig quand il tombe dans la neige là, il y a 3 ans. Oui. Voilà, il se tape le mur de neige. Exactement, avec le mur de neige. Sauf que là, donc c'était le même hauteur de neige, mais il faisait moins 3 degrés et il neigeait au moment où les coureurs passaient. Donc c'était du grand n'importe quoi. Les coureurs sont arrivés transis de froid, gelés complètement. Il y a 80% du peloton qui a insulté les organisateurs de l'époque. Mais voilà, et Andy Hamstin, l'américain, le courageux, le teigneux, qui avait réussi à braver cette neige et ce froid et pour remporter le Tour d'Italie. Et voilà, pour moi c'était un moment incroyable de voir cet américain. Déjà j'aimais bien les américains à l'époque. J'étais fan de Lemon. Et là avec Andy Hamstin, je trouve qu'il avait un nom qui claquait bien en plus, Andrew Hamstin. Puis j'adorais le maillot de la 7-Eleven à l'époque. Ouais, si tu peux le décrire juste le maillot, comment il était ce maillot? Le maillot il était vert. Il était vert avec un énorme 7. Non, moi j'ai pas de souvenir ce maillot. Ouais, et déjà c'était une boisson en fait. Ah, le 7-Up. Ouais, c'est ça, c'est 7-Up. Ok, exactement. À l'époque, ça s'appelait le 7-Eleven. D'accord. Alors moi, j'avais 12 ans, je disais le 7 et les 20. Donc le 7 et les 20, évidemment. Accent breton. Et puis en plus j'étais en Bretagne, donc forcément nous on dit le et les 20. On dit pas le Eleven. Et on mélangeait ça avec du chouchen pour faire dormir les bébés, et puis voilà, ça allait très bien. Et ouais, non, le maillot était vert, il avait les petites manches rouges. C'était un vélo qui avait vraiment la classe, quoi. Vraiment la classe. Tiens, on a Eric Boyer qui a aussi répondu à notre tweet sur Vélo Podcast et qui nous dit, alors Eric Boyer, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, ancien coureur cycliste, assez important quand même en France, il a aussi été directeur sportif de la Cofidis dans les années 2000. Eric Boyer, il était manager général. Eric Boyer qui nous dit la victoire de Philippe Casado à Olbia le 26 mai 1991. Oui, Philippe Casado qui est malheureusement décédé d'une rupture d'anévrisme dans un match de rugby. Philippe Casado qui avait remporté au sprint, c'était un poisson pilote en fait, et son sprinter n'avait pas réussi à le déborder. C'était une victoire assez étrange d'ailleurs à l'époque, et Eric Boyer était un de ses coéquipiers, je pense un ami proche d'ailleurs aussi de Philippe Casado. Je sais pas si t'as un souvenir, Vincent, de cette victoire-là. Pas du tout. Non, alors non, ça me dit rien. Et autant je me souviens de Eric Boyer, qui a gagné quand même 3 étapes du Giro. C'est vraiment, voilà, c'était presque sa course. Il avait terminé 6e en 91. Et ouais, je me souviens bien d'Eric Boyer en 91 avec le maillot Z. Guillaume, toi, ton meilleur souvenir de Giro, c'est quoi? C'est 2006. Alors bon, pas d'insulte au Quadra ni au Quinca. J'étais ado 2006, voilà. Et en fait, c'est un souvenir de Sandy Cazard. Sandy Cazard qui joue le top 10 ou le top 5 sur ce Tour d'Italie. Et j'essaye de voir parce qu'en fait, ouais, Sandy Cazard sur ce Tour d'Italie 2006, il est aux portes du top 20 à l'entrée de la dernière semaine. Et puis, il prend une grosse échappée qui termine avec pratiquement 8 minutes d'avance sur le peloton des favoris. Donc il reprend 8 minutes à tout le monde et puis il intègre le top 10 et même la 6e place. Et Sandy Cazard n'est pas réellement prédestiné à terminer 6e d'un Tour d'Italie à l'époque. Et je reprends le top 10 final de ce Tour d'Italie 2006 où tu as la victoire de Basso devant José Enrique Gutiérrez. Ensuite Simoni pour compléter le podium, et derrière tu as Cunego, Savoldelli et Cazard 6e, Garate Pelizzotti, Victor Hugo Peña et Francisco Javier Villa à la 10e place, Piepoli Caruso, Gianpaolo Caruso derrière. Tout ça pour dire que ce souvenir en fait, c'est de mettre collé l'oreille à la radio pendant tout un week-end, le dernier week-end du Giro, pour écouter RMC et l'excellent Christophe Cessieux à l'époque, parce que moi j'avais pas le câble, je pouvais pas regarder le Tour d'Italie sur Eurosport. Pour moi, il est toujours là, hein, Christophe Cessieux. Il est toujours là, mais l'excellent Christophe Cessieux est toujours là, parce qu'à l'époque, ouais. Oui, mais il était même à l'époque, il était bon, mais il est encore bon. Mes parents, on n'avait pas le câble à la maison, et c'était pour moi le Tour de France sur France Télévisions. Enfin, c'était les courses en clair, quoi, tu vois, pour moi le cyclisme. Et c'est ce souvenir de pouvoir m'intéresser à quelque chose que je ne pouvais pas regarder en fait. Et ce Tour d'Italie représentait un peu ça en cyclisme, et à me dire un Français, parce que forcément les Français sur le Tour de France à l'époque,
on peut pas dire que c'était très performant. Donc me dire un Français qui joue le top 5, puis tu sais très bien que Christophe Cessieux, il sait bien vendre le truc. J'ai compris ça un peu plus tard, il sait très bien vendre la chose. Donc c'est se souvenir aussi de un Français peut jouer un top 5 sur un grand tour et tout. Donc il était à la lutte avec les Ivan Basso qui remporte son premier Giro cette année-là justement, et Gilberto Simoni et Cunego, la petite pépite italienne Cunego qui remporte son premier Tour d'Italie en 2004, la pépite italienne qui arrive, et ça évoque quelque chose d'assez nostalgique. Et parce que après, je conclue avec ça, le Tour d'Italie, en fait, je ne peux le regarder que au début des années 2010, quand je deviens étudiant. En fait, c'est vraiment ça, je deviens étudiant en 2000. J'arrive à l'université en 2010, donc après le Giro 2011 est arrivé, et c'est la première année que le Giro est sur beIN Sport aussi. Je commence à le regarder vraiment sur beIN Sport à l'époque. Donc voilà, moi ça m'évoque ça, le Giro, c'est Sandy Cazard 2006. T'as vu ton œuvre, bientôt un livre qui sortira de Guillaume Dreschler, du coup, sur l'histoire du Giro. C'est nostalgique. Et quand Vincent nous parle d'Andy Hamstin, c'est aussi ça, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, justement, pour parler de ça, Andy Hamstin, moi évidemment je l'ai pas vu déjà, je devais être à l'école, donc évidemment, et je l'ai pas vu à la télé, mais voilà, il y avait aussi comme tous les Giro remportés par Bernard Hinault, les 3, rappelons quand même qu'il a gagné 3 fois, 80, 82, 85, et bon en 80 j'étais encore un peu petit, mais 82, 85, j'attendais avec impatience aussi, mon père allait acheter l'équipe dès le lendemain, et donc je lisais l'équipe, les résumés dans l'équipe, je me faisais déjà une petite image, voilà, il y avait pas non plus des chaînes infos pour voir ne serait-ce que l'arrivée. Et la radio, c'est un peu ça et aussi. Là, ouais, sauf que la radio, quand t'es à l'école, t'as pas de replay de radio à l'époque, hein, donc tu peux pas réécouter, t'as pas de podcast. Il y avait pas Vélo Podcast, c'était une époque de merde. On a changé. Et donc t'avais l'équipe et t'attendais aussi. Moi, j'étais abonné à Miroir du cyclisme et j'attendais évidemment avec impatience le Miroir du cyclisme du mois suivant pour voir les photos de Hinault avec le maillot rose, pour voir les photos de Hamstin dans la neige. Donc moi c'est plutôt des souvenirs, voilà, c'est pas évidemment pas des souvenirs comme on a pour le Tour de France où on est l'été dans sa télé. C'est d'autres souvenirs, plutôt de lecture et plutôt de c'est même de lecture et de photos quoi. FP, ton souvenir toi de Giro c'est lequel? Comme un peu Vincent, j'ai déjà dit, mais c'est John Gadret évidemment qu'on a reçu tout à l'heure dans Vélo Podcast. Et oui, John Gadret qui lève les deux bras vers le ciel en 2011 sur la 11e étape du Giro. Donc c'était magnifique quand il attaque, il déborde Daniel Moreno l'espagnol, il résiste au retour du peloton. Enfin voilà, cette année-là il fait 4... Avec les commentaires de Guillaume Di Grazia. Ah ouais, incroyable. Non mais John Gadret qui était quand même l'homme du Giro pour AG2R, il avait fini cette année-là donc 3e après le déclassement d'Alberto Contador. Voilà, c'était assez impressionnant. Puis John Gadret, moi j'ai regardé le Giro que pour lui quoi, vraiment. Moi ce duo avec Hubert Dupont, il m'a fait rêver, il m'a fait aimer ce Giro. Et voilà, comme il nous a dit tout à l'heure, John Gadret, je pense que voilà, le Giro c'est sa course plus que le Tour de France, plus que n'importe quelle course au monde. C'était vraiment le Giro. Donc voilà quoi, c'est John Gadret, c'était pour ceux qui ne savent pas, c'était voilà le grimpeur par excellence. Il était bon quand la pente était très raide. Sinon globalement il était pas très très bon en fait dans le reste. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense. Je sais pas si c'est bien résumé Vincent, mais oui, non, mais c'est exactement ça. C'était et puis excellent cyclocrossman aussi. Vincent, il y aurait tellement à dire sur ce Giro, l'histoire du Giro et tout, qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Mais bon, n'hésitez pas nous à vous dire vos meilleurs souvenirs du Giro dans les commentaires. Parfois on en oublie un peu tellement il y en a eu. Et par contre Vincent, là tu restes avec nous parce que je reste avec vous. Je vais juste parler, si les gens sont des fans de vélo et fans du Giro et veulent vraiment connaître un peu plus, ne pas hésiter à acheter le bouquin de Pierre Carret qui s'appelle Giro tout simplement, en toute humilité, toute modestie. C'est vraiment un bijou, c'est sur des anecdotes, sur la création du Giro, des anecdotes pendant le Giro, des trucs de fou, hyper bien écrit comme d'habitude avec Pierre Carret, et aussi évidemment la légende des livres sur le cyclisme, le livre de Dino Buzzati qui s'appelle Giro 1949, et en fait c'est un peu comme Albert Londres qui avait suivi le Tour de France. Buzzati, le grand écrivain italien qui connaissait rien au vélo, a suivi tout le Giro 49 dans la caravane entre guillemets. Il n'était pas sur une voiture cochonou, mais il était avec les coureurs et jusqu'à la victoire de Coppi. Et voilà, c'est un bijou de bouquin. Pareil, c'est très littéraire, très bien écrit. Et voilà, donc Giro 49 et Giro de Pierre Carret. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette,